Selam selam. Est-ce que vous connaissez Cheikh Mohamed El Hamoudi? Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'Éthiopie? Non, parce que le monsieur a l'air clairement arabe, là. Bon, attendez, je vous explique en 5 minutes. Mohamed El Hamoudi est né en Éthiopie en 1946, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément à Dessi, dans la province du Wello. Pourtant, il grandira à Weldia, une petite ville voisine de Dessi, et à l'époque, la vie de la grande majorité des Éthiopiens est basée sur le système féodal. À la différence de la plus grande partie du pays, qui est quand même assez communautaire, c'est-à-dire que vous avez les Oromos avec les Oromos, les Tigréens avec les Tigréens, et les Amaras par contre sont un peu partout disséminés dans l'Empire, la région du Wello est un carrefour culturel. En effet, à l'est, il y avait la route du sel vers Djibouti, traversée par les caravanes de chameaux à phare. Au sud, vous aviez les communautés oromo et musulmanes chrétiennes. Vers l'ouest, on trouvait les villages Amara des hauts plateaux et au nord, une communauté tigréenne. Les parents de Mohamed sont déjà une exception. Tout d'abord, ils étaient musulmans, sachant que la majorité de l'Éthiopie était chrétienne. Ensuite, sa mère était Amara et musulmane, ce qui est une combinaison encore plus rare. En plus de tout ça, son père était un Hadrami. Pour ceux qui ne situent pas, les Hadramis, c'est un peuple qui vit ici, au sud du Yémen. Et là, vous allez me dire, comment ça, le Yémen, qu'est-ce qu'il faisait en Éthiopie? Vous vous rappelez, quand on disait que l'Éthiopie avait plus de 80 peuples? Ben voilà, les Hadramis, c'est un des peuples. Alors, faut savoir que les Hadramis sont présents en Éthiopie depuis minimum le 19e siècle. Mais dans les années 40, la sécheresse et la famine qui frappent le Yémen poussent les Hadramis à fuir et à traverser la mer Rouge pour aller en Éthiopie, là où déjà beaucoup d'entre eux étaient intégrés. Il y avait de très grosses communautés Hadramis à Harar, à Djima, dans la région Oromo, ou à Asmara, dans l'actuelle Érythrée. C'est probablement comme ça que le père de Mohamed a été en contact avec sa mère. Son père était donc un homme d'affaires Hadrami, un commerçant. Son père était brillant dans son domaine et était extrêmement généreux avec les autres, même avec ses concurrents. Comme beaucoup d'Éthiopiens, les parents de Mohamed sont très croyants et ils valorisent l'éducation de leurs 7 enfants. Après avoir terminé le lycée, Mohamed partit à Addis Ababa avec son frère pour aller à l'université où il étudie la philosophie. Dans les années 60, Mohamed part, encore une fois avec son frère Morissette, en Arabie Saoudite. Et il a bien raison. Parce que dans les années 60, c'est l'époque de la décolonisation. Après l'indépendance de l'Inde en 1945, le panafricanisme commence à se développer en Afrique. Le panafricanisme, c'est une idéologie qui prône l'unité africaine pour lutter contre les classifications qu'avaient instaurées les colons et revenir à l'identité africaine. Si tant est qu'il y ait une identité africaine. Et ben au Moyen-Orient, c'est la même chose. Sur l'impulsion de Hussein Ben Ali, le panarabisme naît. Et le panarabisme, c'est la même chose. C'est une idée selon laquelle les musulmans doivent se souder autour de la religion musulmane et de l'identité arabe. Pareil, je mets entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça. En effet, ça pose la question, est-ce qu'il y a une seule identité arabe? Parce que les Saoudis, les Yéménites, les Émiratis ou les Libanais peuvent éventuellement avoir une même culture et parlent la même langue, mais est-ce que les Maghrébins sont arabes? Beaucoup disent que oui, parce qu'ils parlent arabe, parce qu'ils respectent des coutumes et suivent des principes de l'islam, mais certains pensent qu'il s'agit majoritairement de berbères et non d'arabes, et que leur langue est une variante de la langue arabe, qu'ils suivraient l'islam depuis moins longtemps, etc., etc., et que donc, ils ne correspondraient pas à la définition de l'arabe. Mais pourquoi je parle du pan-arabisme? Parce que dans les années 30, les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, découvrent du pétrole dans leur sol, ce qui crée une alliance avec les États-Unis, qui, en échange de pétrole, s'engagent à les protéger et à défendre leurs intérêts en cas d'attaque. En 1973, avec le crash pétrolier, l'Arabie Saoudite parvient à s'enrichir et à créer de véritables empires financiers en multipliant par 4 le prix du pétrole. En Arabie Saoudite, dans les années 60, se développent alors de nouvelles cités, comme Riyad. L'alphabétisation grimpe en flèche. La majorité des citoyens ont accès à de meilleurs soins et à un meilleur logement. Il faut remarquer que c'est quand même un tour de force. L'Arabie Saoudite, c'est une monarchie absolue islamique qui abrite le plus important lieu de pèlerinage musulman, la Mecque. Et ce pays-là devient un des pays les plus riches du monde dans un temps record. Un pays avec qui on converse et non qu'on envahit. Un pays avec qui on négocie et non on fait des chantages. De plus, la dynastie qui est au pouvoir, les Wahhabites, est tellement ancrée et forte que la déstabilisation du pays est quasiment impossible, de par leur affiliation possible au prophète. Alors finalement,
Quand Mohamed Al-Amoudi s'installe là-bas, toutes les conditions sont réunies pour réussir. Il va alors investir dans une entreprise de construction, Midrock, pendant près de 20 ans. En 88, il gagne un contrat pour construire un complexe de stockage de pétrole pour l'Arabie Saoudite. Et ce contrat-là, il va lui rapporter 30 milliards de dollars. Et il va se diversifier dans toutes ses affaires, dans les mines, dans l'extraction de l'or, du pétrole, notamment au Maghreb ou dans les pays du Golfe. Et en 2018, il deviendra l'homme saoudien le plus riche du monde et le deuxième homme noir le plus riche avec une fortune de 11 milliards de dollars. Là, vous pouvez vous demander pourquoi je vous raconte l'histoire d'un milliardaire saoudien, plutôt normal. On peut se dire, ok, à part le fait qu'il soit né en Éthiopie, je vois pas trop la différence. C'est là que vous faites une erreur. Je vous ai dit que Mohamed El-Amoudi était musulman, n'est-ce pas? Dans la culture arabo-musulmane, il y a une notion qui s'appelle le zakat. Vous excuserez mon accent arabe, hein? Le zakat, c'est un mot musulman qui signifie aumône ou charité. C'est le fait de redonner de son argent aux plus pauvres et c'est quelque chose de très important, notamment pendant le ramadan. Couplez cela au fait que El Amoudi était à moitié éthiopien et qu'il a grandi la première partie de sa vie dans ce pays qui est quand même très patriotique, il était évident qu'il allait revenir. Avec Midrock, il va investir dans la construction à Addis Ababa et dans toute l'Éthiopie. Si vous suivez mes vidéos, vous savez peut-être ce qu'est la proclamation 31. C'est une loi en Éthiopie qui interdit la privatisation des terres. En gros, vous ne pouvez pas devenir propriétaire en Éthiopie. Vous louez la terre à l'État. Mais pas El Amoudi. Parce que depuis 91, il achète, par quelques jeux de pouvoir avec le TPLF et avec le Premier ministre Zenawi, jusqu'en 2011, quelques petites terres qu'il exploite, puis qu'il fait fructifier. Il confie la construction de ses buildings à ses amis d'enfance, devenus architectes. Et il est le propriétaire du Sheraton Hotel, l'hôtel le plus luxueux d'Éthiopie. Il détient environ 70% de la Compagnie nationale de pétrole d'Éthiopie et investit énormément dans l'agriculture du café dans les années 2010. Par exemple, si vous êtes déjà allé à Starbucks, vous avez vu qu'il mentionnait l'Éthiopie. Ça, c'est grâce à El Amoudi, parce que c'est lui qui a fait en sorte que la grande production du café de Starbucks soit prise en Éthiopie. En tout, il a investi à peu près 2 milliards de dollars en Éthiopie. Et il a fait énormément de travail humanitaire en investissant notamment dans le système de santé éthiopien et dans la recherche contre le cancer du sein en Arabie Saoudite. En 2017, il va investir dans des fermes industrielles à lait en Éthiopie. Et ce sera sa plus grande erreur. Parce qu'en 2017, en Arabie Saoudite, c'est le temps des grandes purges. En effet, le roi est mort, vive le roi. Le nouveau roi, Ben Salman, va mettre en place un comité anti-corruption. Il fait arrêter des princes, des politiciens, des activistes, des hommes d'affaires. El Amoudi a fait partie de ces prisonniers. Ils ont été retenus à l'hôtel Ritz. On estime que près de 2000 comptes bancaires ont été gelés. Et les parts dans les entreprises de certains hommes d'affaires ont été nationalisées sans qu'ils ne le sachent. Personne ne savait vraiment ce qui se passait là-bas. Et rappelez-vous, la corruption, en Arabie Saoudite, elle est punie de mort. Contre toute attente, il est relâché en 2019, sans vraiment d'explication, sans aucun procès. On sait seulement que quelques temps plus tard, El Amoudi commencerait à vendre quelques parts d'entreprise. Pour conclure, encore aujourd'hui, Mohamed El Amoudi est un symbole pour l'Éthiopie. Il est né dans un petit village pauvre pour devenir des hommes les plus riches du monde, un symbole de réussite, de don, de patriotisme.